19h45 en ce dimanche 26 octobre. Ravi de vous retrouver pour un point de l'actualité dont en voici le sommaire. Une école supérieure des arts et de la culture verra le jour au Niger. Le styliste Alfadi s'y emploie corps et âme. Et ce matin, le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs est allé constater le démarrage des travaux et lui a réaffirmé le soutien indéfectible de l'État du Niger. Le mouvement de jeunes pour l'émergence du Niger homogène, gagné par le virus de la division. Plusieurs de ses membres ont retiré leur confiance au président du mouvement qu'ils accusent de mauvaise gestion. Nous serons au cœur de ce brusque et rapide mouvement d'humeur. Après les titres, les détails, mesdames, messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au journal. Un journal où nous avons ce soir avec nous en plateau monsieur Salha Issa Dangalou, coordonnateur régional de Niamey du syndicat des médecins spécialistes. Monsieur Dangalou, bonsoir, merci d'être avec nous et à tout à l'heure. D'un coût de 1,5 milliard de francs CFA, une école supérieure des arts et de culture verra bientôt le jour à Niamey. Le styliste et fondateur du Festival international de la mode africaine FIMA, Alfadi, s'active à lui donner corps et âme avec, à ses côtés, le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs. Le ministre Ousmane Abdou était sur le chantier de construction ce matin pour lui signifier à nouveau le soutien indéfectible de l'État du Niger. Nasser Dantofo et Chebou Guissot étaient de la visite. Écoutons-les. S'inquiéter de l'effectivité du démarrage des travaux sur le site devant servir à la construction de l'école des arts et de culture sont-elles autres? L'objectif de cette visite, une façon de promouvoir la culture nigérienne. Mais pour la formation de notre jeunesse, c'est une école supérieure de la mode et des arts, donc une université. Une formation de 3 ans, une licence. Il y aura aussi une formation des talents à partir du brevet. Ceux qui n'ont pas pu aller à l'école, des mariés divorcés. Nous voulons mettre l'accent sur la femme. Comme Olivier met l'accent sur l'enfant, c'est une manière aussi de pouvoir donner une chance aussi à notre pays d'être aujourd'hui la mémoire de la créativité. Depuis 20 ans, l'année prochaine avec le ministre, on va fêter les 20 ans de FIMA. Donc c'est une manière de pouvoir donner l'engagement que le Niger est un pays de mode, un pays de création. La création ne veut pas dire défiler. Nous voulons former, nous voulons créer de l'emploi, mettre de l'industrie de la mode à un niveau mondial et international. Donc le Niger ne peut pas être en arrière. Une initiative saluée et soutenue par le gouvernement. Dans son souci constant du soutien à la création, les plans sont donc déjà disponibles. Le coût des travaux est estimé à 1,5 milliard. Présentement, nous sommes en train de préparer activement la table ronde pour la collecte des fonds. Je vous informe que l'État s'est d'ores et déjà engagé pour 254 millions. Pour tout vous dire, nous attendons impatiemment l'aboutissement de ce projet qui fera de notre pays un véritable gisement de créateurs, donc d'employeurs. Cette école, qui sera bâtie sur une superficie de 2800 mètres carrés, offerte par l'État, accueillera plusieurs nationalités. Les mesures de prévention et de riposte du gouvernement du Niger contre la maladie à virus Ebola, objet de la visite au Niger du directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Ce matin déjà, la délégation était sur le site d'isolement et de prise en charge au quartier Lazare. Michel Didi et Aboubakar Souley nous en donnent les détails. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues du sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu en août dernier à Accra et de la réunion extraordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de l'espace CEDEAO. Une de ces recommandations, c'était de faire visiter par l'OAS à un plus haut niveau les pays limitrophes des pays affectés, c'est-à-dire les pays non affectés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entamé cette visite, pour voir quel est le niveau de préparation et le niveau de mise en œuvre de certaines des activités, voir également les gaps
qui sont dans ces pays-là et faire le plaidoyer au plus haut niveau pour une mobilisation additionnelle des ressources. Et je me réjouis par rapport aux mesures déjà prises. Et c'est dans le souci d'accompagner ce processus de mobilisation de ressources que le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé a offert ce don d'ambulance accompagné de ressources additionnelles portant l'aide de l'OAS au ministère de la Santé à 70 millions de francs CFA. Je tiens à remercier notre organisation régionale, la CEDEAO, à travers ces gestes faits à notre endroit par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et ce véhicule va servir, il va assurer la navette entre l'aéroport international d'Oriama et ce site. Il va servir à transporter des cas suspects de l'aéroport à ici. Donc, nous ne souhaitons pas qu'il transporte quelqu'un pour le moment. Ce n'est pas notre souhait, mais il s'agit d'une précaution. Et Inch'Allah, le Niger s'alignera sur tout ce que la communauté régionale a décidé et l'Organisation mondiale de la santé pour être en phase, pour jouer la solidarité, pour mettre fin aux stigmatisations, pour faire en sorte que la maladie à virus Ebola s'estompe. Depuis la déclaration de cette maladie, ce sont déjà plus de 10 000 cas qui sont enregistrés dans la sous-région ouest africaine avec près de 5 000 morts. C'est pourquoi le directeur général de l'agence spécialisée en charge de la santé des populations de l'Afrique occidentale a vivement encouragé les responsables du ministère de la Santé à continuer sans relâche leurs efforts de prévention pour une meilleure riposte contre cette maladie au Niger. Le secteur de la santé, restons-y et parlons-en à nouveau avec l'ONG Mieux Vivre avec Mérin, qui est en assemblée générale au Palais du Congrès depuis ce matin. Et à l'occasion, apprend-on, un bilan des activités sera présenté et un amendement du statut et du règlement intérieur de l'ONG sera effectué. Retrouvons Nasser Dantoufou et Chebou Kissou. Il s'agit à travers cette Assemblée générale statutaire de régulariser les organes de transition qui dirigent l'ONG Mieux Vivre avec Mérin ou Rayouad Oda en Hausa depuis sa création en octobre 2012 et ce conformément au statut et règlement intérieur de l'ONG. Il y en a en effet deux ans, presque jour pour jour, que naissait l'ONG Mieux Vivre avec Mérin par arrêté numéro 705 du ministère de l'Intérieur du 11 octobre 2012. Plusieurs raisons ont présidé à sa création. Comme vous le savez, l'insuffisance rénale chronique est une affection dont l'incidence et la prévalence sont en constante augmentation en Afrique en général et au Niger en particulier et devient de plus en plus un problème préoccupant de santé publique. En effet, plus de 60 millions de personnes souffriraient d'insuffisance rénale chronique. Et si l'on considère l'estimation de 1 pour 1000 de prévalence selon l'OMS, le Niger compterait plus de 17 000 rénaux potentiels. L'insuffisance rénale est un risque potentiel pour la santé de tous, mais des actions de prévention existent et constituent la raison principale de la création de l'ONG Mieux Vivre avec Mérin. Si tous ces cas de maladies rénales évoluent vers l'insuffisance rénale chronique terminale, qui est la phase ultime donc, de cette maladie, dont la prise en charge au Niger reste encore l'hémodialyse itérative et chronique, qui est un traitement très coûteux. Il serait donc temps d'envisager d'agir par des actions de prévention à tous les niveaux afin d'éviter cette évolution vers l'insuffisance rénale chronique. Au cours de cette matinée, il sera donné un aperçu du bilan des modestes activités réalisées depuis sa création sous la conduite du bureau transitoire, une lecture de la proposition d'amendement du statut et règlement intérieur et la composition du bureau pour le mandat prochain. L'ONG Mieux Vivre avec Mérin est fondée par un groupe de personnes soucieuses de l'ampleur et de la gravité qu'auront les maladies rénales dans le contexte du Niger. Et nous en venons à notre invité du journal, M. Salah Issa Dangalou. Il est donc
coordonnateur régional de Niamey du syndicat des médecins spécialistes. Monsieur Dangalou, bonsoir à nouveau. Vous êtes en grève depuis mercredi dernier, en grève de 2 semaines. Et alors nous parlons, êtes-vous toujours en grève? Effectivement, comme vous venez de le dire, nous avons déclenché un mouvement de grève de 2 semaines qui avait débuté depuis le mercredi passé. Et comme vous le savez, ce n'est pas le premier mouvement, ça fait presque depuis avant le mois de carême qu'on était en grève. Et on faisait des grèves de 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours, 10 jours, jusqu'à où maintenant on est arrivé à déclencher une grève de 2 semaines qui avait commencé donc le mercredi passé. Et comme vous le savez, donc ce qui nous a amené donc à aller en grève, le premier point, c'est la prime de spécialisation. Et qu'est-ce que nous entendons par prime de spécialisation? Comme vous le savez, la fonction publique, lorsqu'elle faisait donc le traitement des agents qu'elle engageait, elle n'a prévu que ceux qui ont fait bac, les médecins, avant même d'être spécialistes, il y a certains qui font bac plus 7 ou bien bac plus 8. Et en dehors de bac plus 7, bac plus 8, maintenant, nous qui faisons des études pour des spécialisations, on fait encore, après notre doctorat, on fait 4 à 5 ans d'études postdoctorales. Il s'est trouvé que depuis nos aînés qui ont commencé à se spécialiser, donc n'ont pas pensé à régler ce problème, parce que quelqu'un qui finit son doctorat 7 ans ou 8 ans après le bac, il va encore, il se spécialise pendant 4 à 5 ans. Et s'il revient, il a le même traitement que celui qui a fait 7 ans seulement. Alors que déjà même celui qui a fait 7 ans, il est lésé par rapport au traitement que lui fait la fonction publique, qui n'a prévu que 5 ans seulement de traitement après le bac. Et c'est le seul point d'achoppement? Ce n'est pas le seul point d'achoppement. En dehors donc de ce problème de prime de spécialisation, je n'ai pas fini de vous expliquer le problème de prime de spécialisation. Je vous en prie, vous avez une minute de plus. Ok, d'accord. Parce que celui qui fait 4 ans ou 5 ans après le doctorat, il revient, souvent vous allez voir même, il va toucher un salaire moins que celui qui n'est même pas parti se spécialiser. Vous allez me demander pourquoi? Parce que celui qui est parti se spécialiser, logiquement c'est à l'extérieur qu'on va pour se spécialiser. Et pendant que nous sommes à l'extérieur, entre 4 ans et 5 ans, on n'a pas le temps de suivre nos dossiers, ce qui veut dire que les avancements automatiques ou bien au choix, vous ne pourrez pas donc avancer, pendant que celui qui n'a fait que son doctorat, il est resté au pays. Lui, il a le temps de suivre donc ces dossiers, il peut avoir l'avancement automatique ou bien avancement au choix, ce qui veut dire que si vous revenez, vous allez le voir, lui, il a même un traitement salarié plus élevé que vous, parce que vous n'avez pas bougé lorsque vous étiez parti pour vous spécialiser. Comme vous venez de le dire, le deuxième point de notre achoppement, c'est encore la bonification d'échelon. La bonification d'échelon, c'est-à-dire c'est un truc que la fonction publique donne à des agents cadre A1 qui partent donc se faire des études après avoir fini leurs 5 ans d'études. Nous, par contre, nous on fait 7 ans d'abord avant d'aller faire avant d'aller faire nos 5 ans de spécialisation. Si vous êtes un cadre A1 de la fonction publique, vous partez pour des études, soit 1 an ou bien 2 ans, la fonction publique vous donne une bonification. Si vous avez fait 1 an, on vous donne un échelon. Si vous avez fait 2 ans, on vous donne 2 échelons. Et la fonction publique est bloquée à 2 échelons. Donc même si vous faites 10 ans de spécialisation, elle ne vous donne que 2 échelons seulement. Et malgré tout ça là, nous on fait 4 ans ou 5 ans, mais si on revient, on se retrouve à un problème que si vous revenez, vous ne pourrez même pas avoir directement les 2 échelons dont la fonction publique a prévu. Pourquoi? Parce que comme je vous les ai dit, lorsqu'on est à l'extérieur, on ne suit pas nos dossiers, donc ce qui veut dire que vous pourrez être bloqué à une classe à la fin d'une classe, et que
La fonction publique, elle dit que pour avoir cette bonification d'échelon après les études, il doit falloir changer de classe. Donc si vous êtes à une classe où vous avez rempli les échelons de cette classe, ça ne vous permet pas d'avoir les deux échelons-là. Donc ce qui veut dire que même les deux échelons-là que la fonction publique a prévu pour nous, on n'arrive pas à bénéficier de ça parce que il se trouve que pendant qu'on était aux études, on a rempli notre classe avec les échelons et du fait qu'on n'a pas suivi notre dossier pour changer de classe, donc la fonction publique n'a pas d'endroit pour nous donner les deux bonifications-là. Il faut attendre le changement de classe qui se fait maintenant par choix et que maintenant, alors que c'est limité, les postes sont limités, vous allez voir quelqu'un qui va faire plus de 10 ans au niveau d'une même classe parce qu'il n'y a pas de poste qui est prévu pour qu'il puisse changer de classe. Le troisième point d'échappement, c'est un point qui engage, qui concerne non seulement nous les médecins spécialistes, mais presque toute la population. Donc ça, c'est le rehaussement du plateau technique. Et le rehaussement du plateau technique, pourquoi ça engage presque toute la population? Nous sommes des médecins spécialistes, on est revenu, il y a maintenant la compétence. Maintenant, vous allez amener votre parent qui est malade, le médecin spécialiste il le consulte, il le voit, il vous dit effectivement voilà de quoi votre patient souffre, votre parent souffre. On a la possibilité de le traiter ici, mais malheureusement, par manque de matériel, on ne peut pas le faire. Il doit falloir maintenant l'évacuer à l'extérieur. Et le fait que le manque de ce plateau technique, ça va vraiment coûter cher à l'État et maintenant ceux qui ne bénéficient pas donc de l'évacuation de l'État qui vont se soigner eux-mêmes, ça va leur coûter cher, c'est à eux de payer leur billet d'avion à leur retour, les frais d'hôtel. Maintenant encore, il y a là où ils vont loger et le coût de traitement encore à l'extérieur, ça coûte très cher. Oui, mais pardonnez-moi de vous interrompre, mais les frais d'évacuation ne peuvent-elles pas couvrir les frais de rehaussement, comme vous dites, du plateau technique? Une question, à votre avis? Est-ce que ces frais... Effectivement, c'est une bonne question que vous venez de poser, parce que si réellement le gouvernement arrive vraiment à étudier le montant qu'il est en train de mettre pour vraiment évacuer les patients, donc c'est à lui de le prendre en charge. S'il pourrait vraiment économiser, même si c'est tout juste pour un an, pour payer le matériel, ça va maintenant permettre au gouvernement de souffler au moins pendant 5 ans ou 10 ans, parce que tous les patients qui devront être maintenant évacués à l'extérieur seront traités au niveau donc au Niger et ils seront vraiment dans leur famille et le coût ne va pas leur coûter encore cher par rapport à l'évacuation à l'extérieur. Oui, à vous entendre, M. Nangalou, vous avez rencontré le gouvernement à plusieurs reprises. Oui. Mais qu'a-t-il dit depuis lors? Effectivement, après nos différentes séries de grèves de 4 jours, 5 jours, 10 jours, notre dernière rencontre avec le gouvernement est la rencontre qu'on avait eue avec le Premier ministre et surtout son staff, donc le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et le ministre des finances. Après notre rencontre avec le Premier ministre, le Premier ministre il a reconnu que nos revendications sont justes et légales, mais malheureusement il dit que le Niger est rentré dans une phase où vraiment donc la tension économique ne lui permet pas vraiment de satisfaire à notre revendication. Pendant que nous, on avait fait notre revendication, ça fait presque plus de 6 mois, et on a même dit au gouvernement qu'on n'est pas pressé à ce que vraiment sur la question pécuniaire, que maintenant le gouvernement peut attendre jusqu'en budget 2015. On n'est pas prêt. Oui, en ce moment? Oui, mais avant ils avaient accepté parce que entre temps il a eu à créer un comité qui a regroupé et nous les syndicats et les représentants de la primature et la fonction publique et le ministère de la santé, et ce comité a travaillé presque pendant 2 mois et demi. Donc après avoir travaillé pendant 2 mois et demi, on a quand même eu à avoir un point de consensus qui d'ailleurs même c'était le gouvernement même qui a fait cette proposition qui, malgré que ça ne nous agrée pas, on avait quand même accepté la proposition du gouvernement. Mais malheureusement, au dernier moment encore, le Premier ministre
par l'intermédiaire du ministre de la Santé, il nous dit que non, il y a encore quelque chose à retoucher malgré notre 2 mois et demi et qu'on a eu un consensus. Et dès lors, nous-mêmes, on a dit, donc, on met fin donc avec ce comité. On veut voir le Premier ministre lui-même pour savoir au juste où est le problème. Et c'est ce qui ça nous a pris du temps même avant de rencontrer le Premier ministre. Chaque fois, on nous donnait des faux rendez-vous, aujourd'hui, demain, jusqu'à où on a eu à le rencontrer le 24 septembre. Et c'est donc à l'issue de cette rencontre-là qu'il nous a dit qu'il reconnaît donc la légitimité et l'égalité de nos revendications. Mais pour le moment, ils ne sont pas prêts, donc il ne sait pas quand est-ce qu'il pourra régler notre problème. Donc plus question de 2015 pour que vous entriez dans vos droits. Selon quand même notre dernière rencontre avec le ministre, le Premier ministre, ça serait un peu difficile, je crois que ça soit en 2015. Et quelle suite vous allez donner à tout ça? Comme vous le savez, parce que tout syndicat sérieux qui engage un mouvement ça fait presque 3 mois, et il commence avec 4 jours de grève, 1 semaine de grève, 10 jours de grève, et maintenant on vient d'entamer une grève de 2 semaines qui a commencé le mercredi. Si vraiment d'ici encore la fin de ces 2 semaines, on ne le souhaite pas, nous souhaitons bien que les gens vont vraiment intercéder entre nous et le gouvernement pour qu'on puisse vraiment arrêter ce mouvement de 2 semaines. Et si malheureusement on ne le souhaite pas, on arrive à épuiser ces 2 semaines de grève et qu'il n'y ait pas un consensus entre nous et le gouvernement, malheureusement, je vous dis qu'on ne croit pas que la situation... Mais le gouvernement vous dit, M. Dangalou, qu'il n'a pas l'argent. Effectivement, c'est ce que vous venez de dire, que le gouvernement dit qu'il n'a pas l'argent. Mais nous, on voit certaines défenses qui se font et qui réellement n'ont aucun intérêt par rapport à ce que nous, on a demandé. Et il y a une dernière question, M. Dangalou, si vous le permettez, je m'en voudrais ne pas la poser. Il se murmure, ou plutôt même il se dit à Niamey, que les médecins que vous êtes sont un peu contre l'arrivée de ces médecins cubains dont on parle ces derniers temps. Effectivement, on a appris ça même nous, que comme vous, c'est lors d'un conseil des ministres qu'on a appris que le gouvernement il veut faire venir donc des spécialistes cubains, oui. Un nombre de 50 spécialistes cubains. Mais le fait que les gens croient que nous on est contre à ce que le gouvernement amène des spécialistes cubains, nous, en réalité, ça ne nous gêne en rien que le gouvernement amène des spécialistes, qu'ils soient cubains ou vainquis. Si, d'abord, les spécialistes dont ils disent qu'ils vont amener, ils doivent remplir les conditions, parce qu'on a un ordre de médecins qui est là, ils doivent remplir les conditions d'exercer d'abord la médecine au Niger. C'est-à-dire, ils doivent s'assurer que le médecin spécialiste dont on dit est réellement un médecin spécialiste dans son pays et il a exercé cette spécialité dans son pays. Deuxièmement, il doit falloir qu'il vienne au Niger pour s'inscrire à l'ordre, parce que l'ordre des médecins, il doit falloir qu'on s'inscrive au niveau de l'ordre des médecins pour pouvoir pratiquer la médecine au Niger. Bon, deuxièmement, les 50 spécialistes qui viennent, dont le gouvernement veut faire venir, bien sûr, il a l'intention de les faire venir. Pour le moment, peut-être c'est en 2015 qu'il va le faire venir, parce qu'ils ne vont pas venir tout de suite. S'ils viennent, ils sont bienvenus. Mais dans quelles conditions? S'ils viennent d'abord, de un, il y a un problème de langue. Avec qui ils vont travailler? C'est toujours avec nous. D'exercer au Niger. Les Cubains qui ont exercé au Niger, ce ne sont pas des spécialistes, c'est des généralistes. C'est rare. Et vous ne voulez pas de ces généralistes, vous voulez des médecins nous spécialistes? Voulons que ce soit des généralistes ou bien des spécialistes. Nous, on n'est pas contre. Dans tout le cas, s'ils viennent pour vraiment pour rehausser le plateau technique en ressources humaines, parce qu'ils ne peuvent pas rehausser le plateau technique sur le plan matériel. Les Cubains ne vont pas venir avec son matériel pour travailler chez nous. Je vous dis que nous revenons sur cette affaire des Cubains. Nous sommes pris par le temps, allez vite. Donc, concernant le montant que nous avons demandé dans notre revendication, à peine ça va coûter à l'État 30 à 35 millions de francs CFA.
Par mois. Okay. Donc mensuel, c'est un traitement mensuel qu'on a demandé. À peine ça va coûter 30 à 35 millions par mois. Maintenant, actuellement, le Niger a 11 coopérants cubains qui exercent actuellement au Niger. Je vous dis que s'il y a du sérieux, parmi les 11 médecins spécialistes, ou bien je ne sais même pas si ce sont des spécialistes cubains qui sont au Niger, je te dis qu'il y a actuellement presque 4 qui sont en grève. Et pourquoi? Parce que le Niger, ça fait presque 6 mois, il n'arrive pas à payer sa part pour que les médecins là exercent. Et maintenant, vous n'arrivez pas à gérer 11 Cubains. Maintenant, vous faites venir 50 Cubains. Et les 50 Cubains là, je vous dis que s'ils vont coûter presque 10 fois plus cher que ce qu'on a demandé. Un Cubain, s'il vient au Niger, en tant que même s'il n'est pas spécialiste, le Niger doit le loger. Il y a l'eau, l'électricité, il y a maintenant le transport, il y a le téléphone, et tu dois lui fournir 2 billets par an, aller-retour. Et c'est le Niger qui doit donner ça. En dehors de ça, il y a encore un cercle qu'il faut voir. Lorsque les Cubains là vont venir, ceux qui vont gérer maintenant leur présence au Niger, ceux qui seront chargés maintenant de leur fournir le gaz, le carburant, vous croyez que c'est comme ça que ça va rester? Le gaz, c'est lui qui est chargé de fournir le gaz aux Cubains. Mais lui, s'il a des bonbons chez lui, je crois qu'il va enlever ça dans sa poche pour payer. Même s'il a maintenant son beau-père, il va maintenant chez son beau-père, le gaz est fini. Non, on va prendre maintenant pour aller. Il y a la vache laitière, dans tous les cas, on va prendre dans la vache laitière. Et c'est la même chose. C'est le gouvernement, dans tous les cas, c'est la vache laitière. Ouais. Et maintenant, même les réfrigérateurs, tout ça, là, les compresseurs, tout ça, là, c'est un truc qui va coûter très cher au Niger. Si vous les comparez par rapport à ce qu'on a demandé, ce truc-là, si vraiment le gouvernement nigérien a de l'argent pour mettre dans les trucs de 50 Cubains là qui vont venir, il n'a qu'à payer le matériel maintenant pour les Nigériens. Mais vous, Dangalou, vous êtes prêt à aller en Cuba pour Cuba, plutôt pour une spécialisation? Ils vous ont promis quand même des bourses de spécialisation. Écoutez, nous reconnaissons que les Cubains, ça c'est tout le monde reconnaît que les Cubains ils sont forts en médecine, ils ont des spécialistes. Nous on n'est pas contre maintenant, parce que ça fait aussi on dit de rehausser le plateau technique. Il y a même la formation maintenant des médecins qui fait partie. On n'est pas contre maintenant que le Niger envoie un spécialiste tout juste pour une formation de 6 mois, 3 mois, mais nous, on n'a plus le temps d'aller faire 2 ans ou 23 ans de la spécialisation. Pour quelqu'un qui est spécialisé, il ne peut plus aller encore étudier pendant 2 ans ou 3 ans. À peine une formation, 3 mois, 6 mois. Ou bien un spécialiste pointu cubain, il peut venir maintenant au Niger pour maintenant donner ses compétences. Et même ça ne peut pas dépasser 2 semaines, 3 semaines, parce que les Cubains ne vont pas vous envoyer leurs spécialistes pointus pour venir rester pendant 2 ans au Niger pour travailler. Le sujet est vaste et manifestement compliqué à résoudre. Monsieur Dangalou, merci d'être venu pour nous expliquer ici en plateau les motifs de votre grève et spécifiquement l'affaire, l'arrivée des médecins cubains. Et restez avec nous si vous voulez pour la suite de ce journal. Je vous corrige que le motif de notre grève, ce n'est pas l'arrivée des médecins cubains. Avant même que le gouvernement annonce qu'il a 50 médecins spécialistes qui vont venir, notre grève a déjà duré 2 mois. Soit. Merci d'être venu, Monsieur Dangalou, merci d'être venu. Poursuivons ce journal. Le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger homogène sur le chemin de la division. La colère couvre depuis quelque temps, des voix s'élèvent et les fissures de la division se font jour. Ils sont nombreux à prendre les membres du mouvement à avoir retiré leur confiance au président qu'ils accusent de mauvaise gestion. Un problème porté au grand jour dans un point de presse que nous résument Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Le virus de la division attaque le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger homogène, une structure de la société civile nigérienne dont certains membres ne reconnaissent plus la légitimité de son président Siraji Issa. Il l'accuse de mauvaise gestion caractérisée par le manque de la transparence. La gestion patrimoniale des organisations est aujourd'hui à la mode.
Et le mouvement des jeunes pour les ménages du Niger n'est pas échappé de cette donne. En effet, depuis sa création, le Mogène est devenu la propriété de M. Siraji Issa, qui prend seul les décisions et engage le mouvement sans associer aucun membre. Qu'il a toujours considéré comme étant ses enfants à qui il fait lire et dire ce qu'il désire. Il n'y a jamais eu de délégation de pouvoir et Siraji Issa peut s'absenter un mois, les Mogènes et les autres cessent d'exister. Il n'y a jamais eu de bilan d'activité, ni de rapport financier qui finance les déclarations et manifestations du Mogène. Nous n'en savons rien. Notre patience a des limites car nous avons fait preuve de beaucoup de patience, tout en manifestant des contestations sporadiques en vue de l'amener à changer de mode de gestion. Malheureusement, il persiste. C'est pourquoi ces membres du Mogène ont décidé de réagir en tapant du poing sur la table. Nous avons jugé utile d'informer l'opinion nationale et internationale de ce qui pourrait advenir entre nous et Sieur Siraji Issa. Nous avons en effet jugé utile de rompre avec cet individu qui se doit d'abord d'être transparent, correct, irréprochable avant d'accuser les autres de bandits, de voleurs, de toute pourriture. Ainsi, à partir de cette date, nous nous engageons avec fermeté pour que le Mogène, en tant que patrimonial collectif des jeunes, ne soit pas sacrifié à l'autel des intérêts égoïstes et mesquins de M. Siraji Issa. Cette réaction intervient une semaine après le point de presse du Mogène animé par Siraji Issa, boycotté par ses dissidents. Siraji Issa est connu pour ses opinions contraires à la vision des autorités de la 7e République. La même colère qui gronde au sein du syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Niger, SINAFEN, un syndicat qui dénonce une rentrée scolaire 2014-2015 non encore effective, un mois après. Souleymane Barma et Sadou Doumi pour les détails. Près d'un mois après la rentrée scolaire 2014-2015 au Niger, le train ne semble pas être sur les rails. Les cours n'ont pas véritablement débuté dans plusieurs établissements publics au niveau du primaire et du secondaire, constate le syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Niger, SINAFEN. Pour ce qui est de fourniture, le nombre de cahiers reçus au premier et second cycle est certes supérieur à celui des années antérieures, mais ne suffit pas pour donner un enseignement de qualité, car ce dernier nécessite un accès gratuit et universel à des enseignants de qualité, des outils et ressources d'enseignement modernes, des environnements favorables, sûrs et sans danger pour l'apprentissage et l'enseignement. Au niveau des écoles primaires, le nombre de cahiers par élève des écoles par élève est nettement en deçà de celui annoncé par les autorités en charge de l'enseignement primaire et varie de 2 à 5 cahiers par élève selon les régions. Au niveau du personnel enseignant, à ce niveau, la rentrée n'est pas toujours effective du fait de l'incapacité des autorités en charge de l'éducation. Au niveau du premier et second cycle, il y a un manque notoire d'enseignants dans certaines disciplines, comme l'anglais et les matières scientifiques. Et c'est là où il est aujourd'hui inadmissible de comprendre le refus du gouvernement à régler la question du spécial A et B qui aurait permis de combler ce manque. Pour ce qui est des infrastructures, c'est encore très déplorable à tous les niveaux. Dans les établissements de l'enseignement professionnel et technique, les problèmes sont également énormes. Au niveau de l'enseignement professionnel et technique, c'est encore le statu quo. Pénurie de formateurs et de matières d'œuvre au niveau des centres de formation technique. En somme, camarades, cette situation risque de compromettre dangereusement aux objectifs poursuivis à travers la mise en œuvre du PCF
Et notre pays risque en conséquence de ne jamais être au rendez-vous avec la communauté internationale dans l'atteinte de l'éducation pour tous, même en 2024. C'est la première sortie médiatique du bureau du SUNAFEN après son renouvellement en août dernier. Le retour des pèlerins du Hajj 2014 s'est fait dans de bonnes conditions. La compagnie Air Niamey, me diriez-vous, a rempli sa part de contrat, et cela en dépit de multiples tentatives de blocage, dit-elle. Un retour en 3 vols par Air Max, un vol par NAS Air sur un total de 11 vols. Voyons le détail dans ce compte-rendu. Le retour progressif des pèlerins du Hajj 2014 se déroule dans de bonnes conditions. Leur transport et leur acheminement ont été une prouesse réalisée par la compagnie Air Niamey. Une réussite non pas sans quelques difficultés qui nécessitent clarification. Au total, 11 vols ont été programmés cette année pour le retour des pèlerins nigériens. 11 vols qui sont tous sous le pavillon technique d'Air Niamey, qui est le seul détenteur des slots en Arabie Saoudite. Après l'acheminement réussi des pèlerins en Terre Sainte, pour leur retour, la commission du Hajj du Nigeria décide curieusement, avec le complot de quelques soi-disant serviteurs du Niger, de bloquer l'avionneur principal d'Air Niamey, c'est-à-dire Cabo Air, histoire de compliquer le retour de nos pèlerins. Heureusement, Air Niamey, dans un sursaut patriotique et religieux, décide de céder sur les 11 vols retour, 3 vols à Max Air et 1 vol à NAS Air. Ceci avec l'intervention du Coro. Cette année s'est passé avec quelques péripéties, mais Dieu merci, on peut s'en sortir heureux. Air Niamey a fait ce geste avec la sagesse de son PDG et dans l'intérieur supérieur des pèlerins nigériens. Comme dit l'adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Les pèlerins ont effectué leur Hajj, tous les rites ont été effectués et Dieu merci, ces pèlerins-là ont passé le moins de temps possible. À travers cette attitude, Air Niamey vient de démontrer encore une fois son patriotisme. Notre pays et notre religion, en effet, n'ont besoin que de ça. Vraiment, on est très satisfait à 100%. Avec Air Niamey, vraiment, le pèlerinage, on a bien fait le pèlerinage. C'est Air Niamey qui nous a amenés, c'est elle qui nous a ramenés. Heureusement et grâce à Allah, les derniers vols retour s'effectuent dans de très bonnes conditions. C'est un dimanche de sport également et c'est sur le terrain de l'université Abdou Moumouni de Niamey que tout s'est passé avec le coup d'envoi d'une série d'activités du rugby. Plusieurs régions sont concernées et l'objectif poursuivi est de détecter et d'encadrer les jeunes talents. Hassan Saleh Mustafa et Sadoudoumi nous en parlent. Offrir la chance au maximum de jeunes Nigériens de jouer le rugby et détecter les jeunes talents, ce sont là entre autres objectifs visés en organisant ces exercices. Une activité qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme pilote du Get Into Rugby. Dans l'objectif 2016 des Jeux Olympiques, où le rugby a été invité à participer, il faut avoir un grand nombre de pratiquants de cette discipline. Et c'est un programme qui est mis en œuvre un peu partout dans le monde. Toutes les fédérations de rugby des continents mettent en œuvre ce programme. Donc ce matin, nous sommes au début de la mise en œuvre de ce programme. Nous sommes à la phase essai, où il faut initier les enfants à la pratique du rugby à travers des exercices ludiques. Vous avez vu les petites démonstrations que les gens font. Et l'objectif est dans les prochains mois à venir de passer à la phase play. Une initiative appréciée et soutenue par la Fédération nigérienne du rugby. Les jeunes que vous voyez, ils viennent de différentes écoles de Harobanda. Donc c'est comme ça qu'ils procèdent à la détection. Et déjà, ils ont eu
une formation par rapport à ces programmes. Donc, ils feront en sorte d'organiser au moins des séances d'entraînement pour ces jeunes-là. Et c'est juste des exercices ludiques, d'accord, qui font amuser les jeunes. Et maintenant, peut-être dans 2 ou 3 mois, nous allons passer à la phase de la pratique où ils découvriront en tout cas certaines bases du rugby. Outre Niamey, plusieurs sites sont identifiés pour les mêmes exercices dans les autres régions du pays. Tawa, Tilaberi et Zander. À Niamey, c'est le 5e arrondissement qui a été choisi pour le top départ. Fin de ce journal, merci à vous tous. Je vous retrouve avec le même plaisir mardi prochain si Dieu le veut. Au revoir.